Bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass autour des dispositifs hybrides et particulièrement de la série 1,20 m qui va nous occuper, en tout cas dans un premier temps, puisque l'on va pouvoir voir 2 des 6 épisodes que compte la série, des épisodes de 15 minutes. Donc vous allez pouvoir découvrir si vous ne nous avez pas déjà vu en ligne. Et puis ensuite, donc, après ces 2 épisodes, on va pouvoir discuter pendant une petite heure avec nos 2 invités du jour. Donc en l'occurrence Marie Blondiot, qui est productrice dans la société Red Corner, qui a donc produit cette série 1,20 m, et puis Caroline Balderou, qui est à mes côtés, qui elle est la directrice adjointe du développement numérique chez Arte, qui est également donc coproducteur de la série et diffuseur, comme on a pu le dire. Et qui va dire quelques mots en introduction, et puis on y reviendra après. Et puis en fin de rencontre, vous pourrez poser vos questions, et je ne doute pas que vous en aurez. Merci beaucoup Mathieu. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais être très rapide parce qu'on va se parler plus longuement après. Mais juste un petit mot pour remercier le Travelling Festival de nous avoir invités et de projeter 1,20 m et de nous permettre ce moment. On est très très content d'être à Rennes. Et puis voilà, un petit mot pour vous dire à quel point Arte a été fier et heureux de pouvoir accompagner ce projet 1,20 m et fier de le diffuser depuis maintenant 2 mois. Donc c'est un très 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 beau projet, un très beau programme, voilà, qui j'espère vous fera vibrer autant qu'il nous a fait vibrer. Et voilà, je vous laisse tout de suite en profiter. Bonne projection, à tout à l'heure. Bonne projection, à tout à l'heure. Donc on se retrouve après la diffusion de ces 2 épisodes. J'espère qu'ils vous auront donné envie de voir la suite, mais ça je laisserai donc Caroline Balderou d'Arte et Marie Blondiot de la société Red Corner vous le dire mieux que moi. On va donc pouvoir discuter pendant une petite heure de cette série, de son volet en réalité virtuelle également, que vous pouvez voir au TNB, dans un espace qui est dédié à la réalité virtuelle, également aux jeux vidéo, avec plusieurs autres productions d'Arte, autres que celle-ci. Donc ça, c'est toute la semaine jusqu'à la fin du festival. Et puis, on abordera également, justement, plus globalement, le contexte de production lié à ces nouveaux formats et à ces formats hybrides, justement, puisque c'est le titre de cette masterclass. Et puis, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura un temps d'échange à la fin où vous pourrez poser vos questions à Caroline et à Marie. Je vais donc tout de suite vous laisser la parole en revenant donc sur l'origine même de ce projet, 1,20 m, comment il est né. Alors 1,20 m, je vais sauter quelques slides, n'ayez pas peur, j'y reviendrai. Si tout va bien, hop. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. L'origine de Forfeit High de 1,20 m, c'est à la base une jeune activiste argentine qui s'appelle Rosario Perazzolo Masrohan, qui a donné un TEDx à Cordoba il y a, je pense, 4 ans maintenant. Et elle est en fauteuil roulant. Et elle parle dans cette conférence qui est accessible en ligne et que je vous recommande vraiment, de tout ce que les gens associent à son fauteuil roulant, si bien que il l'identifie à son fauteuil roulant. Et comment, avant même de lui demander son prénom, il lui est arrivé qu'on lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Et qu'en fait, la plupart du temps, quand elle rencontre des gens la première fois, on lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Et du coup, à partir de cette conférence, un producteur qui s'appelle Ezekiel Lenardon a monté un projet de série qui était d'abord en réalité virtuelle. Et ça me semble super important de le dire, qui a existé comme un pilote qui a été présenté à Sundance et au Biennale College de la Mostra de Venise, qui a grandi comme ça, et qui était le rendez-vous de Juana, le même personnage. Toujours des cheveux bleus, c'est celle que vous voyez sur la photo du milieu de dos, qui va à un rendez-vous à l'aveugle, ça s'appelle Blind Date, en espérant que son rendez-vous ne s'apercevra pas qu'elle est en fauteuil roulant. Et c'est un peu une blague. Et c'est sur son chemin, en fait, dans la ville. Et à partir de ça, l'idée était tellement forte et le personnage tellement attachant qu'il y avait de la place pour faire de la série pour faire à la fois d'étendre le projet à la fois comme une série linéaire de 6 épisodes de 15 minutes et une série en réalité virtuelle pour continuer d'explorer ce que c'est d'être à 1,20 m du sol, d'où le titre,
puisque votre vie à 1,20 m du sol dans un fauteuil roulant, et c'est Rosario qui le raconte, votre vie n'est faite que de fesses et de renflements de pantalons, c'est-à-dire que tout le monde adulte vous domine un peu, vous parle généralement relativement fort pour être sûr qu'on vous entend bien, donc a tendance un peu à vous parler comme un enfant, exactement, et que les seules personnes à qui vous avez directement accès et que vous pouvez regarder dans les yeux, ce sont les enfants de 8 à 10 ans. Et à quel moment, donc avec votre société Red Corner, vous êtes arrivé sur ce projet et qu'est-ce que vous y avez amené? Alors, plusieurs choses dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Donc, ils avaient ce projet de série et ils avaient déjà commencé à parler à Bruno Patino. Je me souviens d'un premier rendez-vous qui avait eu lieu. Donc, Et en fait, Bruno Patino, qui est le président d'Arte. Absolument. Le big boss. Voilà, le chef. Et en fait, on a monté le projet de coproduction ensemble avec Arte. C'est-à-dire que moi, j'étais la productrice française et on a pu en fait monter de façon extrêmement conjointe et étroite avec les équipes d'Arte développement numérique. On a pu monter le projet créativement depuis son début et d'avoir une idée très tôt de quel serait notre espace de diffusion, quelles étaient nos intentions. Et du coup, c'est pas comme s'il y avait eu un script préexistant, on l'a écrit ensemble. Je me souviens transmettre des pages de scénario entières à Marianne et Sacha dans des conditions rocambolesques, mais parfois. Mais en tout cas, on a pu faire ce travail de développement depuis le début à partir d'une première idée. Pour moi, pour la faire courte, dans l'origine de Forfeit 1,20 m, il y a quelque chose de très fort qui est important, c'est que pendant très longtemps, on a décliné des formats audiovisuels en web ou en jeu vidéo, et que là, on est arrivé dans ce secteur dans lequel nous sommes de la création numérique à des sujets qui sont tellement forts, tellement bien construits, avec une liberté de dingue pour plein de raisons que je peux étayer un peu plus tard, qui font que on arrive aujourd'hui à aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que nos idées très fortes dans la réalité virtuelle commencent ou peuvent infuser et trouver leur place à l'intérieur de l'audiovisuel. Et ce retournement, pour moi, il me paraît très important parce que c'est à la fois de la maturité, des publics aussi qui sont capables de les recevoir, et que Forfeit a un peu à l'image de ça. Caroline, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Marie, et comment justement, pourquoi ils sont venus vous voir, Arte? Alors, je pense que c'est parce que Marie, en particulier, sait à quel point on est capable d'entendre et d'accompagner, de reconnaître les projets qui sont particulièrement audacieux. Et justement, je me souviens très bien du pilote qu'on avait vu tous ensemble chez Arte. Et ce qui nous a accroché tout de suite, c'est l'idée, c'est de montrer des choses qui ne sont montrées nulle part ailleurs. En fait, le questionnement sur la sexualité d'une jeune fille de 17 ans qui est handicapée. Voilà, on ne voit pas ces images tous les jours, et pour nous, ça fait partie d'une de nos nombreuses missions de service public, qui est de montrer ces histoires-là aussi. Donc il y avait à la fois une audace et de l'innovation dans l'histoire qui était portée à l'écran, et puis une vraie idée qu'on a travaillé tous ensemble, qui était d'avoir ce format hybride où on raconte pas tout à fait la même chose dans un format plus linéaire et dans un format en réalité virtuelle. Ce qui est toujours important pour nous quand on pense des histoires innovantes sous un format VR, c'est que ce soit pas juste un outil en fait, mais que ce soit vraiment la bonne plateforme pour raconter cette histoire, et donc qu'on y trouve quelque chose de très particulier qui va avec l'immersion et qui va avec ce médium-là. Et alors, on reviendra tout à l'heure un peu plus globalement sur la stratégie d'Arte, et on rebondira un petit peu sur ce que vous venez de dire. Mais pour revenir sur 1,20 m spécifiquement, comment s'est déroulé le tournage? Donc, effectivement, on a deux formes. Donc, on imagine que ça équivaut à deux tournages différents, d'autant plus que quand on regarde le générique de fin, en tout cas les crédits, on aperçoit qu'il y a donc à la fois les deux co-réalisatrices de la série, et il y a également un réalisateur de la version VR. Alors comment ça s'est passé exactement? Comment on fait un double tournage quasiment sur deux formats différents? On le fait. Non, il n'y a pas beaucoup de. En fait, il y a des contraintes du tournage en vidéo 360 sur lequel je peux m'étendre très très longuement et très techniquement, mais je pense pas que ce soit intéressant ici. C'est que globalement, oui, on a dédoublé le process, avec l'idée que malgré tout, les décors étaient les mêmes et qu'on pouvait mutualiser à peu près ça en dépenses de production.
L'autre chose, c'est beaucoup de contraintes sur les choix de caméra, sur tout ça. Donc ça, c'est la partie technique dans laquelle je ne rentre pas. Et le savoir-faire, en fait, qui correspond vraiment à la prise de vue réelle 360, a effectivement été pris en compte par le co-réalisateur de la partie VR. Ce qui est intéressant malgré tout, et c'est autant intéressant pour les gens qui l'ont fabriqué que pour les téléspectateurs, c'est qu'en fait le cheminement du personnage est le même et que le raisonnement créatif qu'on a eu, c'est ok, la série linéaire en de très courts épisodes, et le format hybride était d'autant plus simple que c'était des très courts épisodes. En fait, on était capable de le mener parce que il y a un fil de personnages. La série est bonne pour raconter, la série linéaire, pardon, est bonne pour raconter une tranche de vie de ce perso qui a envie de vivre sa première fois et qui se demande comment elle va faire. En revanche, là où la VR est très très bonne, c'est moins pour raconter la chronologie de ça, moins pour faire la chronique de ça, que de capter des moments dans la vie de Juana où il y a un climax sensoriel, quel qu'il soit, c'est-à-dire c'est pas forcément une extase sensorielle du tout, mais c'est elle se retrouve avec sa copine au sex shop et elles ont elles découvrent ce magasin et elles se font un peu attraper par la tenancière et qu'est-ce qu'elles font? Donc en fait elles sont bloquées, ça rigole, etc. Ça c'est une situation très 360 parce que vous êtes bloqué dans un endroit en fait. Et par ailleurs il y a plein de choses à voir. Le moment où Juana est extrêmement angoissée, c'est aussi un épisode en réalité virtuelle qu'on a tiré. Donc en fait la chronologie est exactement la même, le fil émotif du perso est exactement le même, mais la façon de le montrer et ce qu'on arrive à en dégager est relativement différente. Probablement parce que l'aspect narratif est moins directement présent dans la version en VR. Il n'est pas tourné de la même manière, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc qui est très important dans la VR, et ça c'est un peu son héritage du jeu vidéo qui le suppose, c'est les écritures immersives, c'est ce qu'on appelle le storytelling d'environnement. Où en fait vous devez comprendre extrêmement rapidement en étant dans une scène à 360 ce qu'il se passe et ce qui se dit. Et il n'y a pas besoin de langage, il n'y a pas besoin de choses comme ça. Vous devez comprendre au décor ce qui se passe et ça fait partie de l'immersion. Et ça, c'est ce que le jeu vidéo notamment sait extrêmement bien faire. Donc sur cette partie-là de la VR, ouais, ça a été assez utile. Je reviens rapidement sur la question du tournage, quand même, de manière plus pratique. Comment ça se passe au tournage? Les deux tournages se déroulent en simultané, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, tourner certaines scènes pour la série, et quand il y a des scènes qui utilisent les mêmes décors, par exemple, les mêmes situations, vous allez retourner directement la même scène pour la version VR, ou est-ce que c'est d'abord un tournage classique et ensuite un tournage en VR? Comment ça se passe? Est-ce que c'est imbriqué? Bah là, c'est exactement ça. Ce qu'on voit là à l'image, c'est le concert. Ils ont fait un concert entier. C'est comme s'ils avaient fait un bout de festival de musique recomposé, reconstitué à Cordoba avec une rappeuse formidable. Heureusement, on le disait, on en parlait tout à l'heure, parce que je posais la question avant la masterclass, quand s'était tournée la série. Heureusement, c'était un mois avant le Covid. Ouais, un mois avant le Covid, c'est-à-dire qu'à 3 jours près, la fin de tournage était en confinement en Argentine. On a eu beaucoup de chance. Surtout pour les soirées, du coup. Surtout pour les scènes de fête, c'est mieux. Absolument. Et donc sur cette scène-là, oui, ça a été tourné sur le même plateau à 2 moments différents où on a renouvelé l'action encore une fois. Après, ce qui était intéressant, notamment, il y a une très belle scène à la fin de l'épisode en réalité virtuelle. On en voit un tout petit bout à la fin de la série linéaire. C'est le moment de manif. C'est qu'elles ont réussi à tourner pendant les manifs pour le droit à l'avortement que les Argentines ont gagné. Ça, c'est extrêmement important. C'était pas le cas quand on a commencé la série. Entre-temps, le Parlement et le Sénat ont enfin validé le fait qu'elles avaient le droit à l'avortement, ce qui est très central dans la série. Et en fait, j'ai envie de dire que toutes ces questions de tournage, elles sont plus techniques qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on a trouvé le bon plan de travail. En revanche, à l'écriture, c'est ça qui était assez passionnant, et j'en reviens à notamment la manif, c'est que il était important pour nous à l'écriture que l'histoire de Juana ne soit pas autour de son handicap, mais sur la façon dont elle trouve une voie à l'intérieur d'un combat qui est plus grand qu'elle. Et ça change tout. C'est-à-dire que là où on aurait pu être très larmoyant ou très psychologisant sur le destin d'un perso, je pense que le plus important à l'intérieur de Forfeit, c'était de construire cette double ligne d'écriture
de ce personnage et de ce qui lui arrive dans son intimité et de la place qu'elle prend à titre social quand elle arrive dans un nouveau lycée qui est en train de lutter pour le droit à l'avortement et à l'éducation sexuelle, et que les deux se rejoignent. Et en fait, ce qui était intéressant autant en linéaire que en VR, c'était de savoir comment on pouvait faire sentir ça et jamais enfermer le personnage dans la question de son handicap, en fait. Et je pense que ça faisait partie de ce qu'on a trouvé d'original au départ. Oui, parce que en fait, ce qui caractérise beaucoup cet âge-là et les histoires de personnages de cet âge-là, c'est vraiment la question de trouver sa place. Et finalement, c'est ça que nous on a trouvé extrêmement intéressant, c'est Juana qui cherche sa place dans son corps, ses relations très proches autour d'elle, de ses nouveaux camarades, de sa famille, et puis sa place dans la société. Et finalement, les luttes qu'elle embrasse lui donnent une place, et elle trouve son chemin à cet endroit-là. Et ça, c'était très fort. C'est ce qui rend la série plutôt universelle, de toute façon, que ce soit d'un point de vue géographique que d'un point de vue du type de personnage, enfin, du type de personne qui va regarder la série. Et effectivement, au fur et à mesure, on la considère comme un personnage à part entière et pas du tout comme un personnage handicapé, ce qui est effectivement assez rare. Juste pour revenir donc sur ce lien entre VR et tournage classique, comment vous avez pensé le lien entre les deux? Est-ce que on peut considérer, parce que moi c'est une question que je me suis posée en voyant les deux séparément, est-ce qu'on peut considérer que les deux peuvent se voir indépendamment? Alors la série oui, mais est-ce que la version VR on peut la voir sans? Oui, notamment parce que l'épisode 1 ressemble beaucoup à l'épisode... On a mis des... Pardon, donc l'épisode 1 de la VR ressemble beaucoup à l'épisode 1 de la série linéaire pour poser les bases de l'histoire. Et ensuite, il y a des libertés entre les deux. Mais oui, ils peuvent se voir. Une fois que la base est posée et que le personnage est posé, je pense que le fil se suit assez bien en VR, selon moi. Parce que si je comprends bien, en même temps, c'était la version VR qui était donc au départ du projet davantage que la version en série. C'était un pilote en VR, mais pour le coup, je dois avouer que notre préoccupation, une fois que ce pilote était fait, c'est-à-dire par pilote, on entend qu'on a prouvé un personnage, l'intérêt de le faire à 360 et le dispositif technique qui allait avec, en fait. Une fois que ça s'était fait, il y a 1 an et demi presque d'écart entre le moment où on commence à écrire la série et la série VR. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits, et notamment un qui est essentiel et dans lequel on remercie beaucoup Arte de la liberté qu'ils nous ont laissée pour le faire, c'est le choix de l'actrice. Dans le pilote, l'actrice est valide. Et c'était une comédienne très bonne, et en fait, elle arrivait à ce degré de flegme qu'avait le personnage très fort. Elle n'était pas sympa avec les gens qui l'aidaient dans le bus. Une vieille dame qui passe comme ça, qui lui dit où tu vas, ma chérie, elle lui dit bah je vais baiser. Et en fait, elle le dit de façon extrêmement impolie, donc la vieille dame repart un peu comme ça. Cette actrice-là, on a longtemps hésité à la reprendre et on s'est dit à quel point c'était pas juste, en fait. Et notamment, je pense que ce qui change tout et qui la rend authentique, cette série, c'est que en fait, c'est pas du tout les projections de quelqu'un sur le handicap. C'est quelqu'un qui a aussi une atrophie musculaire qui est très proche de celle de l'actrice principale, d'ailleurs, qui l'a coécrit. Et qu'en fait, ce registre-là de sincérité et d'authenticité, la liberté que ça laisse quand on se demande pas quand est-ce qu'il faut être impoli ou pas, quand est-ce qu'on est dans le juste ou pas, en fait, c'est juste comme ça et c'est son expérience, ça change tout. Et sur le casting de l'actrice, ça a été 50 actrices, 50 amatrices, parce que de la même manière qu'en France, peu de professionnels existent en fauteuil roulant dans le monde du jeu et de l'actorat. En Argentine, c'est d'autant plus vrai. 50 amatrices qui passent en casting, au final, on a trouvé la perle rare qui porte la série et qui le fait merveilleusement bien, avec une prise de risque absolue, c'est-à-dire sur la foi de 2 essais et surtout de la relation qu'elle a investie avec la réalisatrice, parce qu'elle a beaucoup donné, elle se revendique artiste elle-même, hein, donc les dessins qu'on voit apparaître dans la série, il y a une des chansons qui est d'elle, donc elle a été très investie là-dedans. Sur la foi de ça, et ensemble avec Arte, on s'est dit, prenons pas la voie de la sécurité qui consisterait soit à prendre la jeune fille valide qui avait fait le pilote, soit même Rosario elle-même, la co-autrice à laquelle on avait réfléchi pendant longtemps, avec du coaching et de l'assistanat et une vraie belle relation, on arrive à ça et ça marche.
effectivement. Et on parlait d'immersion et d'aspect hybride. Il y a déjà ça en fait dans la série d'une certaine manière, de plein de façons différentes, mais aussi donc pour l'aspect plus hybride dans la manière de faire afficher. Alors vous avez pu le voir dans les premiers épisodes, les textos, les notifications, comment dire, les références à Tinder ou à ce genre d'applications. Qu'est-ce que ça a apporté de les faire apparaître directement à l'image comme ça pour le spectateur? Vachement de taf. Oui, en plus, c'est pas On facilité peut en la parler vie. avec Caroline, il n'y a pas de problème. C'est en 6 langues. C'est en 6 langues forfait. Donc en fait, c'est génial. Arte a rajouté la langue italienne et polonaise parce que une fois que le format a été à peu près en place, on n'avait pas encore totalement fini le montage. Mais c'est du plus éditorial. Et ensuite, il faut tenir le choc dans les 6 langues. C'est-à-dire que les textos sont traduits dans les 6 langues. Oui, et tout à l'heure, on parlait de localisation et du fait que cette histoire est universelle alors qu'elle se passe en Argentine. Évidemment, pour nous, ça, c'est hyper important. Notre public, il est européen, enfin, il est français, allemand et européen. Arte diffuse effectivement en 6 langues. Donc, c'est le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le polonais. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit une histoire qui puisse être vue partout. Et là où on est hyper content, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, en termes de diffusion, elle fonctionne dans toute l'Europe. On a des très bonnes statistiques aussi en dehors de la France. Et après, c'est vrai qu'on a toujours, nous, des gros enjeux de ce qu'on appelle le multilinguisme pour pouvoir faire toutes ces traductions. Et donc, effectivement, c'est un challenge supplémentaire. Merci beaucoup. Quand on doit incruster ça dans des images et pas simplement dans des sous-titres. Mais ça donne, voilà, ça rentre parfaitement dans l'histoire, ça facilite la compréhension, ça raconte autre chose que ce qu'on voit uniquement à l'écran. Donc, c'est hyper intéressant. Alors une question qui va peut-être nous faire aller vers la deuxième partie de la discussion et qui est plus destinée donc pour Arte en l'occurrence, c'est alors vous êtes donc diffuseur à la base une chaîne de télévision que tout le monde connaît, mais en réalité depuis une quinzaine d'années vous avez largement investi le numérique, votre présence en est la preuve. Et justement enfin même si vous avez développé de nombreux projets numériques dans toutes sortes de formats, vous avez, sauf erreur, rarement fait à la fois une série et en même temps un projet en VR, un format VR pour le même objet en fait. D'habitude, vous faites soit quelque chose en VR, soit une série. Comment, de la part d'une chaîne de télé ou en tout cas plus largement d'une plateforme, comment on arrive à faire exister ces deux formats, communiquer dessus, réussir à trouver le public? Comment ça marche? Alors d'abord, juste pour avoir les choses bien en tête, effectivement, nous, on n'est pas une chaîne de télévision qui aurait un site internet pour voir quelques programmes de l'antenne et des réseaux sociaux qui font la com de tous ces programmes. Nous, notre stratégie numérique aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, Arte, en 2022, c'est un label culturel européen qui se décline, qui décline son offre avec 3 grosses propositions éditoriales. Le cœur du réacteur, c'est la plateforme arte.tv. Aujourd'hui, c'est une plateforme à destination donc, de toute l'Europe avec plus de 8000 contenus en permanence en 6 langues et sur laquelle vous pouvez retrouver des contenus qui ne sont pas simplement ceux de l'antenne, mais avec des séries, des films, des documentaires qui peuvent être exclusivement disponibles sur le numérique. Et puis, on a aussi toute une offre sur les plateformes sociales également avec des écritures très spécifiques qui sont pensées pour ces plateformes-là. Donc, nous, on essaye vraiment de répondre à nos 2 missions de service public, qui sont la première d'offrir au plus large public possible des œuvres de qualité, et puis coproduire et co-créer avec tous les acteurs de l'écosystème audiovisuel des narrations innovantes. Et donc, en fait, on pense vraiment chacune de nos productions en fonction du public auquel il peut s'adresser et donc de l'outil ou de la plateforme sur laquelle il va être disponible. Donc en fait, aujourd'hui, on est ouvert à tous les terrains de jeu et on s'est clairement dit que sur un projet comme 1,20 m, l'histoire, elle était tellement forte qu'elle était tout à fait possible d'être déclinée en linéaire, même si au départ, elle était pensée en VR. Donc c'est un travail qui est complètement différent après dans la façon non seulement dont on construit et qu'on travaille l'histoire, mais dont on le diffuse. Donc c'est pas les modes de diffusion. Sur les casques en réalité virtuelle, les sujets de distribution ils sont très spécifiques et ils sont très différents de ce qu'on fait par ailleurs. Mais pour la diffusion sur des plateformes comme arte.tv ou pour YouTube, qui sont les plateformes sur lesquelles on a distribué 1,20 m, c'est des sujets qu'on connaît très très bien pour des audiences très très larges
Et voilà, notre première mission, c'est de s'adresser à tout le monde. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus de public sur les plateformes classiques numériques. Donc, c'est tout à fait logique et simple pour nous d'y aller. D'autant plus qu'avec une série comme celle-ci, j'imagine que vous visiez un public plutôt jeune. Ouais, alors de toute façon, la mission sur le numérique, c'est d'élargir les publics d'Arte. Donc quand on dit élargir, forcément, on rajeunit, en fait. Même si il n'y a pas que des jeunes sur le numérique et sur les plateformes sociales. Et je connais même des gens qui ne sont pas sur les plateformes sociales, figurez-vous. Donc voilà, mais oui, globalement, quand on s'adresse à ces publics-là, on rajeunit. Et même si je pense que cette histoire, elle est vraiment universelle et elle s'adresse à toutes les générations. C'est sûr que dans les feedbacks qu'on a sur les médias sociaux, par exemple, on touche une cible voilà, qui a un peu plus âgée que Juana. Mais... C'est-à-dire que, par exemple, sur ce genre de projet, vous n'êtes pas à la recherche particulièrement de sujets en particulier qui pourraient être plus porteurs pour des jeunes. Ça peut être n'importe quel sujet, finalement. Alors oui, ça peut être n'importe quel sujet, mais on sait qu'il y a certaines thématiques qui vont mieux marcher sur telle ou telle plateforme. Par exemple, on a créé des petits formats carrousel sur les médias sociaux, sur Instagram par exemple. Pour parler d'1,20 m, sur Instagram, en tout cas sur la communauté qui nous suit sur Instagram, ça a été des très gros succès. Et puis surtout, la communauté s'est mobilisée. On a eu beaucoup d'échanges dans les commentaires, par exemple, parce que sur nos comptes Instagram, en tout cas, on a c'est plutôt des comptes assez féminins, avec une audience plutôt jeune, et surtout qui est très concernée par les sujets à la fois des luttes féministes, à la fois des sujets de diversité et de mixité, donc ça a matché bien, par exemple. Marie, alors pour présenter un peu, j'ai rapidement dit tout à l'heure que vous étiez productrice dans une société qui s'appelle Red Corner, qui maintenant va bientôt fêter ses 10 ans, qui a produit une dizaine à peu près de projets, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Revenons sur le line-up et comptons. Comment ? Alors, je vous ai fait une... Hop là. Ça, c'est Donc les projets qu'on a fait. 1m20, Seven Lives, il y a un certain nombre de projets qui sont en plus très différents en termes de format. C'est quasiment jamais le même format, la même expérience qui est proposée. Comment vous arrivez sur chacun des projets? Comment ça se passe et à quel moment se choisit le format adopté? C'est une très bonne question. On peut parler par exemple de Sens VR qu'on a coproduit avec Arte, qui est un jeu vidéo tiré d'une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, qui est un auteur graphique que je vous recommande chaleureusement, si vous ne le connaissez pas. Et donc Sens, c'est une bande dessinée qui atterrit dans les mains de Charles Hayat, qui est un game designer avec qui je travaillais déjà depuis le projet Phi. C'est à peu près dans l'ordre chronologique par colonne, enfin bref. Et Charles a la BD entre les mains et se dit, on est en 2014, les casques de réalité virtuelle sont pas encore sortis, mais ils vont sortir dans pas très longtemps. Et ce serait une super idée d'en faire une expérience en réalité virtuelle. Et je pense qu'Arte se posait exactement la même question sur les casques en réalité virtuelle. Quand on en avait parlé avec Marianne Lévy-Leblond, il y a quelque chose qui résonnait parce qu'on était déjà en place pour répondre à cette question de techno. Et on a commencé à développer le projet alors que les casques n'étaient pas encore sortis, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore totalement les devices sur lesquels le tester. Mais on était relativement, et c'est un travail de prospection qui est passionnant, de plus en plus éreintant parce que la techno va très vite et l'innovation de contenu prend beaucoup de temps pour être bonne. Et je fais pas juste le temps de vous adapter finalement. En fait, on a le temps de s'adapter. C'est-à-dire que le truc qui est beau là-dedans, c'est que en fait, dans tout ce que vous avez à gauche, qui sont les premiers projets qu'on a fait, ça s'apparentait un peu à ce que Arte faisait beaucoup, qui était du web documentaire. Donc, c'était le début de la déclinaison des programmes audiovisuels sur le web. Et en fait, ce qu'on a fait grandir avec ces formes-là nous rendait prêts, au moment où la réalité virtuelle est arrivée, à savoir faire des récits sur une nouvelle techno. Et en fait, quelque part, il y a un vrai... et c'est parce qu'on a fait de la réalité virtuelle qu'on était capable ensuite de faire des narrations en réalité augmentée. Et en fait, quand je dis que l'innovation, c'est du temps long, c'est que ce savoir-faire-là qu'on commence à élaborer vraiment, il prend un temps certes fou, mais il est toujours utile. C'est-à-dire que ce n'est pas une réadaptation du point de vue du savoir-faire narratif.
c'est pas une réadaptation permanente, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans les bons clous et vous évitez des énormes erreurs. Vous arrivez mieux à le faire et à le rendre de plus en plus efficace sur des formes de plus en plus petites, ou de plus en plus ambitieuses aussi. Enfin, il y a tout oui, je sais pas comment appeler ça autrement qu'un savoir-faire. Et c'est Sens, je m'en souviens très bien, c'est qu'on l'a montré dans un très grand festival américain, alors qu'on avait une bande dessinée minimaliste en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un homme qui suit une flèche. Donc en termes de concept, on était déjà très très loin. Et en fait, on a été montré dans ce très grand festival au milieu d'expériences qui, à l'époque, venues d'autres pays, vous proposaient 5 minutes avec un dinosaure, en fait. Et nous, notre savoir-faire narratif, il venait du web documentaire, il venait de la politique d'Arte et de France Télévisions de soutien à ces projets-là, de la politique du CNC de soutien à ces projets-là, narratifs numériques, et qu'en fait, Dieu merci, 5 ans après, ça paye, et ça paye encore plus 10 ans après. Voilà. Peut-être même question finalement par rapport à Arte, comment justement cette stratégie s'est développée au fur et à mesure des années, depuis donc une quinzaine d'années, et comment vous vous retrouvez à travailler sur les projets? Alors, en fait, sur la façon dont on est arrivé à tous ces sujets, si je fais juste un tout petit flashback en arrière, nous, dans toutes les nouvelles écritures, il y a plusieurs moments où Arte a vraiment été pionnier. En 2002, juste à avoir en tête que les premiers créateurs de podcasts, c'est Arte Radio, qui a voilà, créé ce nouveau format de mettre des sons en ligne que vous pouvez aller télécharger quand vous le souhaitez. C'était tout à fait révolutionnaire à cette époque-là, et ça s'appelait même pas encore des podcasts. En 2007, Surtout que c'était des podcasts natifs déjà à l'époque. C'était pas des choses qui étaient étaient diffusés en diffusées à radio par l'antenne. ailleurs. Non, non, c'était vraiment des sons qui étaient prévus pour être diffusés, écoutés en racontant une histoire entière. Le deuxième jalon important, c'est Arte plus 7 en 2007, avec l'idée que on peut mettre des contenus en ligne sur le numérique, des programmes de télévision, et que ça va pas cannibaliser l'antenne de la chaîne. Et puis après, dans les années 2009, 2010, 2013, c'est toute l'arrivée des nouvelles écritures et le fait de penser des nouvelles offres prévues justement pour des publics plus larges, plus jeunes. Alors ça va de Arte Live Web, qui est devenu Arte Concert aujourd'hui, et qui capte et diffuse 900 concerts en direct et spectacles en direct par an. C'était également tous les premiers web documentaires, donc toutes ces écritures nouvelles immersives dans lesquelles on pouvait, l'internaute était finalement acteur de l'histoire et choisissait quand est-ce qu'il voulait se déplacer. Activité interactive, comme c'est le cas par exemple pour Phi ou Radioactivity. Exactement, exactement. Et ça, c'était, on n'était pas les seuls dans l'écosystème à travailler là-dessus, évidemment, mais ce qui était toujours été important pour nous, c'est que on a vraiment toujours placé le public au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire qu'on était très attentifs aux nouveaux usages, et c'est ce qui nous a permis de prendre le train des médias sociaux, par exemple, et de ces écritures-là, de prendre des virages du jeu vidéo, par exemple, qu'on a commencé à développer aussi en 2013 avec Typewriter. C'est parce que l'usage était massif du jeu vidéo et qu'on s'est dit, il faut comprendre ce qui s'y passe, et tiens, c'est aussi le moyen de raconter des histoires d'une façon différente. Nous, notre métier, c'est de raconter des histoires, donc on y va. Et puis, donc ça, c'est la première chose, c'est d'être vraiment à l'écoute de son public et de ses usages et de ses contraintes, de ses problématiques, de ses envies. Et de l'autre côté, d'être très à l'écoute des créateurs, et parce que les créateurs, ils sont en permanence, justement, eux, complètement imprégnés des interrogations de la société, de ce qui se passe dans les usages aussi. Et très souvent, ils anticipent même tous les changements de la société. Et souvent, quand on réunit tout ça et qu'on est très proche de ces créateurs, de ces auteurs, de ces autrices, on arrive à, même si parfois il faut 1 an, 2 ans de travail, quand le travail est terminé, on est pile au moment où les choses se passent, où ça émerge, où toute la société se dit ah oui, c'est le sujet du moment. Donc voilà, les sujets, ils viennent à la fois parce qu'en fait on écoute tout cet écosystème-là, le public et puis les créateurs. Et puis, il y a ensuite les créateurs, les producteurs qui viennent nous voir avec des projets et qui, eux, s'imprègnent de tout ça, rencontrent des créateurs qui ont ces idées, et en nous rencontrant, c'est là que des projets, je peux vous raconter après comment on travaille sur les projets, comment on les reçoit, mais voilà d'où ça vient. Et justement, alors on pourrait considérer que c'est de la nouvelle technologie, c'est la VR, donc
ça, on oublie un peu tous les autres formats avant. Pour autant, quand on regarde en fait la production de Red Corner, il y a un certain nombre de choses qui sont soit adaptations de livres ou de bandes dessinées. C'est le cas pour Saint-Sever, c'est le cas pour Moa, c'est des prolongements aussi de documentaires ou de séries, comme là c'est le cas. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le fait de partir de formats traditionnels pour aller vers autre chose, proposer une autre expérience? Et quel est votre rôle justement en tant que productrice de ce type de format? Ben, en fait, ce que je disais sur 1,20 m, c'est que maintenant, ça se passe dans le sens inverse. Et Oui, ça, voilà, je oui. m'en félicite vraiment. Mais ça ne nous a pas empêché de sortir juste 6 mois ou 8 mois avant MOA, qui est l'adaptation d'un chapitre des Furtifs d'Alain Damasio, donc roman de science-fiction, qu'on a adapté. En fait, pour moi, le truc quand on parle de diversité de contenu, en réalité, elle n'est pas que dans les valeurs, elle est aussi dans les endroits où on va le chercher et qu'on a de la chance. Enfin, on a la chance maintenant d'avoir des sources et j'ai envie de dire un track record, une expérience qui nous permet d'aller chercher au plus juste, sans passer trop de temps à expérimenter ou à se perdre. On arrive à aller chercher au plus juste les compétences qui sont très diverses en fait. Par exemple, un Seven Lives, c'est Yann Kounen, réalisateur, qui rencontre une équipe de jeux vidéo. Et en fait, on avait déjà l'expérience de Sens, qui était un auteur de bande dessinée, rencontre une équipe de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous et qu'est-ce qu'il peut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour le projet ou pas? On le sait très rapidement parce que en fait, son champ de métier et le nôtre s'affirmant de plus en plus, on arrive à des collaborations qui sont au plus juste de ce qu'il faut faire et que à la limite, ce savoir-faire-là, c'est celui-là. Dans ce qu'on recherche, moi, j'ai surtout pas de recette, c'est-à-dire que on reste petit aussi pour ça. C'est que on fait du prototype et c'est de la création parce que c'est du prototype, c'est-à-dire qu'on invente une solution technique et créative à chaque projet en fonction de ce qui est pertinent. Bah, c'est à la fois génial intellectuellement et pour rencontrer des gens et des métiers très différents. C'est aussi très épuisant parce que j'adorerais avoir beaucoup plus de sécurité et de me dire parfois que je vais pas faire la kamikaze dans l'absolu sur tous les projets, mais quelque part la foi étant inentamée, j'ai toujours plaisir à le faire. Je le fais jusqu'ici, tout va bien. J'espère pouvoir continuer à le faire vraiment. Par rapport justement, on parlait d'MOA qui est pour le coup une expérience en réalité augmentée, pardon, donc en AR. Qu'est-ce que ça permet d'un point de vue narratif justement ce type de format-là? Puisque Red Corner, ça reste avant tout au service d'histoire, c'est même dans la définition même de votre société sur votre site internet. Comment justement, quel élément narratif on peut créer avec la réalité augmentée? Sur la réalité augmentée, alors c'est un terrain qui est encore largement à défricher parce qu'en fait, les outils pour y avoir accès, donc on a eu le climax de Pokémon Go qui en fait a fait découvrir ça à beaucoup de gens, qui est la réalité augmentée en réalité la plus difficile à faire, je pense, parce que vous proposez un service international en mettant les gens en mouvement à certains endroits, etc. Enfin bref, il faut avoir des reins pour le faire et en fait, je pense même que c'est un projet qui n'aurait pas forcément vocation à exister à l'échelle d'une histoire, en fait, ou d'une seule histoire. Pokémon étant un univers très diversifié et quasi encyclopédique, il y avait de quoi faire. La réalité augmentée, ce qu'elle permet de faire, et MOA est intéressant pour ça, c'est une science-fiction où la réalité augmentée a pris le pas et une application, vous n'avez plus qu'une application sur votre téléphone qui prend soin de toutes vos applications. C'est le point de départ du roman, c'est celui-là. Et en fait, ce que ça nous permettait de faire toucher du doigt, c'est un monde dans lequel, et que décrit Damasio avec des lentilles, mais c'est un monde dans lequel, avec votre téléphone, vous voyez se déployer votre réalité domestique, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo, machin, etc. C'est votre chat qui est malade, et puis ensuite, c'est des choses de plus en plus graves. Et le récit qu'on a imaginé, c'est un monde quelque part entre 2040 et 2050 où en fait la réalité augmentée a pris le pas. Et elle vous surveille, en gros. Plus récemment, là, il y a Biblioquette qu'on est en train de sortir, qui est des parcours en réalité augmentée pour les enfants, où un écrivain jeunesse leur raconte ses lectures quand il était petit, qui l'ont marqué, et les enfants sont invités à aller piocher les rayonnages. Ça, la fonction de la réalité augmentée, c'est de faire découvrir un lieu que sont les bibliothèques,
où en fait on s'est aperçu qu'on répondait à un besoin extrêmement précis des bibliothécaires c'est ce qu'on appelle les usagers conviviaux, c'est qu'ils viennent mais ils vont pas vers les livres. Donc on va à la bibliothèque pour aller se poser tranquillement, peu importe l'âge qu'on a, etc. Et qu'on va pas forcément vers les livres. Et en tant que bibliothécaire, vous n'avez pas le temps fois 60 personnes ou 100 personnes que vous croisez dans la journée de faire ce travail de médiation. Bah, la réalité augmentée, ce que ça permet de faire, c'est de faire vivre un lieu et de faire vivre une histoire dans un lieu. Ça peut permettre d'autres choses, hein. Ça peut permettre aussi... ça, c'est un truc vieux comme le monde et on réinvente pas tout non plus. C'est le diorama. Le diorama, c'est au 19e siècle notamment, et je pense que ça date de bien, bien avant. C'est comment on crée un tout petit monde pour montrer des logiques ou des atmosphères dans une échelle minuscule. Et la réalité augmentée, ça fait ça parfaitement. Vous avez un téléphone, vous pouvez faire le tour, vous pouvez zoomer, rentrer à l'intérieur d'un tout petit univers, un tout petit décor. Ça marche très bien. Oui, donc finalement, ce n'est pas tant les usages qui changent, c'est juste le médium qui apporte de nouvelles choses et qui réactualise en tout cas des usages déjà existants. Une question aussi sur la durée. La durée, le fait que tout ce dont on vient de parler, alors en tout cas quand ça prend à des formes plus classiques, entre guillemets, on est sur des choses qui sont assez courtes. Là, on voit une série avec des épisodes de 15 épisodes, alors que finalement, quand on regroupe tout, ça aurait pu faire plus ou moins, même s'il y a une certaine logique sérielle, mais ça aurait pu faire un film d'1 heure et demie, par exemple. Pourquoi ce choix-là de forme courte? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait, en tout cas sur ce type de forme, on ne pourrait plus raconter de longues histoires d'1 heure et demie ou même d'une heure en tout cas? Caroline, tu veux répondre? Non, bah, la forme courte, elle permet plein de choses. Elle permet plein de choses de liberté et aussi financièrement. Hein. Enfin, c'est très simple. Voilà, là, c'est rapport à l'argent, quand même, un peu. Et aux usages. Voilà, il y a quand même des vraies différences de budget, pour le coup, quand on parle de durée, même si sur le numérique, on se dit qu'on est très large et très libre et qu'on peut faire à peu près toutes les durées qu'on veut en vérité, parce que sur la diffusion, on n'a pas de... Il y a moins d'enjeux que sur une chaîne de télévision, évidemment. En revanche, sur les budgets, c'est quand même assez fondamental. Et après, sur les sujets de diffusion, de la même façon, sur les médias sociaux aujourd'hui ou sur les plateformes, diffuser une série de plusieurs épisodes de 15 minutes, c'est idéal en fait. C'est même les formats qui fonctionnent le mieux. Donc pour nous, c'est parfait. C'était le sens de ma question, c'est que finalement, si vous faites ça, c'est que le spectateur aujourd'hui ne va pas forcément, je dis d'autant plus ça que vous avez un big boss qui parle beaucoup de la civilisation du poisson rouge, du fait qu'on a du mal à rester concentré sur quelque chose longtemps. Donc ces formats-là répondent finalement au fait que les spectateurs ne peuvent pas tenir 1 heure devant un épisode, par exemple. Alors oui et non, parce que ce qu'on observe clairement sur arte.tv par exemple, c'est que En Thérapie, qui était une série de 35 épisodes de 30 minutes chacun, fallait quand même les regarder. et en gros, les internautes l'ont regardé jusqu'au bout, donc ils sont tout à fait capables de le faire. Mais ça restait des épisodes d'une demi-heure malgré tout. Oui, mais on voit aussi que des séries documentaires qui sont des séries très denses, comme j'ai l'exemple de Vietnam par exemple, qui est un marqueur fort des documentaires d'Arte, qui était une série de 9 fois 52 minutes. C'est une série qui est un énorme succès et les internautes passent le temps qu'il faut dessus. En ce moment, vous avez Exterminé toutes ces brutes de Raoul Peck, qui est en 4 épisodes aussi de 52 minutes. Je veux dire, les internautes sont capables de faire cet effort-là. C'est sur les médias sociaux que c'est autre chose aujourd'hui, évidemment. Les Reels, les Shorts, TikTok, tout ça, c'est des rétrécisseurs de temps et d'attention. Mais sur une plateforme comme YouTube, par exemple, en tout cas, nous, on a observé ça ces dernières années. Il y a quelques temps, on faisait des formats sériels qui étaient plutôt du type 10 à 15 épisodes de 3 minutes. Petit à petit, on va de plus en plus vers des formats de 8, 10, 15 minutes par épisode. Alors, pour plusieurs raisons, très clairement, on sent que les internautes ont beaucoup plus de maturité aussi et sont justement capables de regarder des formats beaucoup plus longs. Ils regardent aussi des documentaires ou même des films entièrement sur YouTube. Mais après, très prosaïquement aussi, les plateformes comme YouTube, aujourd'hui, ont tout intérêt à ce que les internautes passent plus de temps sur des formats plus longs parce qu'ils génèrent plus de pubs et que comme ça, ils monétisent davantage. Donc, c'est aussi les algorithmes qui favorisent de plus en plus les contenus plus longs
tout en favorisant aussi les contenus hyper courts comme les shorts. Donc voilà, on s'adresse à des usages différents. En fait, c'est pas tellement qu'une question de maintenant on est plus mature, on peut regarder des formats plus longs. C'est plutôt des questions d'usage. C'est-à-dire que quand vous avez 5 minutes devant vous, c'est le moment où vous allez consommer des contenus ultra courts. En revanche, le soir, quand vous vous posez après une journée d'études ou de boulot, c'est là que vous pouvez prendre le temps et regarder des contenus plus denses, soit pour vous divertir, soit pour apprendre des choses. Donc c'est plus des moments de vie différents en fait. Oui, sur les formats courts, par exemple, les ventes très très courts, c'est ce que vous avez fait par exemple sur Instagram avec des toutes petits épisodes de 3-4 minutes. Oui, ou alors on a travaillé aussi avec des formats tout à fait innovants sur Instagram l'année dernière. L'été dernier, on a sorti une série qui s'appelle PMA, Patience mon amour, qui racontait l'histoire d'un parcours de procuration médicale assistée entre deux femmes et qui se passait intégralement en stories. Et donc ça, c'est une écriture tout à fait différente, tout à fait innovante. On ne tourne pas de la même façon une série qui va être distribuée en story. Mais voilà, du coup, c'est des formats évidemment ultra courts, mais qui ont très bien fonctionné. Il y avait 25 épisodes pour le coup, avec des internautes et toute une communauté qui a suivi absolument toute la série. Marie, est-ce que vous avez une Oui, je suis réaction sur la question de la durée, justement? Est-ce que c'est une question que vous posez en tant que productrice ou pas spécialement? C'est plus les diffuseurs ou... Non, je me la pose beaucoup. Moi, je pense qu'il y a une logique de fond, hormis ces questions d'usage et des questions financières, c'est que quand on parle de création numérique ou d'innovation numérique, je pense aussi, et c'est la logique, je pense, d'Arte, c'est de chercher toujours quelque chose de nouveau pour donner le goût de la nouveauté et du sens à la nouveauté. C'est-à-dire qu'en gros, la vocation, c'est pas de répéter des formats ou de faire des lois sur les formats. Et je pense que le monde audiovisuel, de façon générale, meurt un peu quand il fait des dictates sur les formats. Et quelque part, l'intérêt de faire de l'innovation autour de ces créations audiovisuelles, c'est de donner le goût aussi au public de se laisser surprendre par des choses nouvelles à chaque fois. C'est pas uniquement faire des recettes, quoi. Oui, très clairement, nous, on ne fait pas du marketing, en vrai. Il se trouve tout de même que, évidemment, chacun des projets qu'on accompagne, on le pense parce qu'on sait qu'il peut rencontrer une audience et c'est pas juste pour faire de l'expérimentation ou tester des choses. Enfin, on a quand même l'idée de le porter à l'attention du plus grand nombre. Mais ce que disait Marie est hyper important, c'est-à-dire que une de nos missions en tant que service public, c'est ce sujet d'innovation, ou en tout cas d'être dans la créativité permanente et donc d'aller profiter de ces nouvelles contraintes, toutes ces nouvelles opportunités pour imaginer des choses nouvelles, encore une fois, des nouvelles histoires qui n'auraient pas été racontées ailleurs et des nouvelles façons de les raconter, donc avec des nouveaux formats. Voilà, on essaye toujours, nous, c'est dans l'équipe numérique en tout cas, on n'a pas envie de faire des choses qu'on a déjà faites en fait. C'est pas parce qu'il y aurait une bonne recette que ça marcherait bien qu'on est parti pour faire la même chose pendant des années. Ça, c'est certainement pas ce qu'on veut faire. Nous, c'est vraiment l'idée d'être en permanence en train de tester des nouvelles écritures, mais toujours avec l'idée de faire rencontrer ces programmes, les montrer au public. On va passer la parole au public si vous avez des questions, et ça, j'en doute pas. N'hésitez pas. Alors, on n'entend pas au niveau du micro. Tout public. Ah, Et l'idée, c'était de comprendre un peu aussi c'était quoi la réalité virtuelle. Vous parlez de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Moi, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose et j'ai pas tout compris du coup. Je me suis dit que peut-être on allait voir un épisode en réalité virtuelle. Je sais pas, alors là c'est vrai que, et désolé, vous auriez dû nous interpeller aussi. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le rappeler, mais... Alors, sur le sujet de la réalité virtuelle, en tout cas, si vous voulez le voir, et ça, je vous invite très largement, 1m20 est disponible au Théâtre National de Bretagne, où vous pouvez aller regarder donc, au sein d'un avec un casque de réalité virtuelle. Il y a des bénévoles qui sont là du festival et qui vont vous accompagner pour pouvoir vous immerger dans cette histoire à travers
travers un casque de réalité virtuelle. Vous avez un casque audio aussi pour entendre toute la musique et le son. Et voilà, vous pouvez regarder les 35 minutes de l'expérience de cette façon-là. Quant à la réalité augmentée, il suffit juste d'avoir un portable et de télécharger une application. C'est ça. En fait, la Notamment. réalité virtuelle, c'est comme si vous aviez une vidéo tout autour de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, tout autour de vous. Donc, du coup, vous êtes plongé dans des environnements qui peuvent être en 3D, de l'animation ou en prise de vue réelle. Ça peut être les deux. 4 feet high, 1m20, c'est en prise de vue réelle. Donc, vous allez vous retrouver à Cordoba. Et la réalité augmentée, ça consiste à faire apparaître avec un téléphone, il y a aussi des lunettes qui existent, à faire apparaître des éléments en 3D, de l'animation ou même de la prise de vue réelle, mais dans l'environnement que vous voyez. C'est-à-dire que globalement, je peux voir marcher un petit bonhomme sur la table à travers mon téléphone. Et du coup, ça engage des récits où en fait la réalité autour de vous est prise en compte, là où en fait dans la réalité virtuelle, on vous met totalement dans une autre chose. Voilà. Mais faire l'expérience de la réalité virtuelle, si aujourd'hui vous avez encore jamais essayé de casque, c'est vraiment une expérience intéressante voilà, à faire. Et puis du coup, c'est tout à fait possible pendant le festival. Donc ça, c'est une bonne chose à tester. Et puis il y a d'autres programmes en réalité virtuelle au TNB. Il y a 1m20, mais il y en a d'autres également. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous avez d'autres questions? Et alors, pour continuer là-dessus, un des gros sujets sur la réalité virtuelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement dans les casques que ça se passe et que pour l'instant, tout le monde n'est pas équipé chez soi d'un casque de réalité virtuelle, alors que tout le monde est équipé dans sa poche d'un smartphone. Et donc, la réalité augmentée, et voilà, évidemment, c'est un outil qui peut être déployé facilement aussi. Oui, c'est ça. Finalement, la VR, c'est pour l'instant peu démocratisé, en fait. Même ça fait déjà quelques années que ça existe. Mais c'est de moins en moins vrai. Il y a des projets maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu Beat Saber. Je suis sûre que vous avez vu l'image, même si vous ne l'avez pas forcément testé. C'est des gens avec des sabres qui éliminent des cibles en dansant un petit peu, en chorégraphiant ça. Ça a un succès monstre et ça a fait notamment le succès de l'Oculus Quest qui, je pense, s'est vendu entre 10 et 15 millions d'unités. Donc, on commence à atteindre ce qui fait qu'il y a un modèle économique et j'ai pas envie de parler de complètement de démocratisation parce que pour l'instant, Ouais, c'est plutôt c'est ça. Facebook qui sort gagnant du lot. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus répandu et ça pose de moins en moins de questions aux gens. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tous les sujets qu'on a pu aborder, sur la production, Ah oui. sur le numérique? Ouais, est-ce que justement là-dessus, ça vous pose question, enfin, quand vous produisez des films en réalité virtuelle, à quel public c'est destiné? Parce que bah ouais, on peut pas avoir tous un casque de réalité virtuelle à la maison parce que bah, ça coûte une blinde. Et est-ce qu'en tant que service public, enfin pour Arte, c'est un truc qui vous interpelle? Oui, clairement, oui, c'est un vrai sujet. La réalité virtuelle pour nous, c'est vraiment, enfin, en tout cas, quand on y est allé, c'était un vrai moyen d'innover, d'aller regarder ce qui se faisait à cet endroit-là, d'aller regarder ce qui pouvait exister justement comme nouvelles écritures. Il y a 6 ans, tout le monde imaginait que ce serait encore plus démocratisé qu'aujourd'hui. C'est certain. Après, il y a d'autres moyens aussi de pouvoir rendre nos programmes visibles, même en réalité virtuelle, et même si tout le monde n'est pas équipé, c'est d'être présent justement dans des festivals, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le LBE, c'est le Location Based Entertainment, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir voir des programmes en réalité virtuelle dans des lieux qui permettent de les voir. Donc nos programmes, ils sont visibles dans plein de lieux en France et ailleurs qui permettent de voir des programmes en réalité virtuelle pour que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde n'ait pas forcément toujours besoin d'acheter un casque. Donc ça, c'est aussi possible. Et pour le coup, ça fait partie de notre mission de service public. On s'adresse à tous les publics, pas que au public de niche. Après, une de nos missions est de favoriser l'innovation et d'aller soutenir aussi tous les acteurs de la création qui travaillent sur ces sujets très innovants. Donc, on répond à ces deux missions de cette façon-là. Il faut saisir l'occasion d'aller au TNB pour tester, que vous l'ayez fait ou pas auparavant, ces équipements. J'ai une petite question. Moi, parmi vous, combien n'ont jamais testé un casque de réalité virtuelle? Donc, pas la majorité, enfin pas la... Une grosse moitié, une moitié.
Et parmi vous, qui a un casque de réalité virtuelle chez lui ou elle? Ok. Une personne, quoi. Aujourd'hui, mais je veux pas faire de pub parce qu'il y en a plein d'autres très différents, hein. Il y a HTC, il y a Sony, il y a tout ça. L'Oculus Quest aujourd'hui il coûte 300 € à peu près. Il permet d'avoir accès à un catalogue qui est très orienté jeu. Et c'est actuellement une vraie question aussi sur la politique éditoriale qu'on a chez Oculus. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de démocratisation d'accès, c'est une question aussi de formatage. Où en fait Oculus a beaucoup resserré les vannes après nous avoir très largement accueillis avec nos expériences narratives. Oculus a un peu fermé les vannes en sortant de son Oculus Store tout ce qui était de l'ordre de l'expérimental et en dessous des formats d'1 heure, etc. C'est un peu compliqué. En fait, on lutte pour trouver de la place à l'intérieur de ça, mais c'est de la lutte. Après, l'enjeu, il est lequel? Il est de pouvoir porter des contenus avec des émotions complexes, avec une vision du monde qui soit riche et propre à un auteur et original, etc. À des endroits où possiblement on pourrait ne trouver que des jeux de bataille spatiale. Enfin, je caricature à fond, mais l'idée, elle est là aussi. Donc, c'est un peu le secteur dans lequel on travaille. Il consiste pas à dire que la réalité virtuelle, c'est la fin de tout, c'est l'aboutissement de tout, que c'est la télé en mieux ou que c'est le cinéma en mieux. C'est pas du tout ça. C'est plutôt de regarder la philosophie. Elle est plutôt, et je pense que c'est une vraie philosophie de service public, c'est de regarder comment il y a des nouveaux supports et comment, plutôt que de mettre de côté ces supports-là, on arrive à en dégager quelque chose qui créativement est intéressant. Et c'est cette démarche-là au global qui compte, je pense. Oui, puis l'idée, c'est de ne pas laisser ces terrains de jeu uniquement à des entreprises privées qui ont d'autres intérêts aussi, et de comprendre comment on peut arriver à améliorer tous ces endroits-là et proposer des contenus véritablement de qualité et qui ont vocation à être vus par le plus grand nombre à ces endroits-là. Si vous avez d'autres questions dans la salle. Des réactions peut-être sur la projection? Moi, j'en ai pas. Alors dans ce cas, je crois qu'on me fait signe comme quoi il faudrait achever cette rencontre, puisque je crois que l'heure tourne. Mais vous pouvez tout à fait interpeller, enfin je sais pas, est-ce que c'est possible, en tout cas interpeller Marie à la sortie pour discuter de vos retours. Ça sera intéressant, justement. Est-ce que ça vous a plus choqué, interpellé, indifféré? Ça vous a plu? Est-ce que vous allez regarder les 4 autres épisodes? Sur rt.tv. Vous pouvez aller sur rt.tv. C'est parce qu'ils sont polis aussi. Ok. Oui, vous diriez pas non finalement. Quoique. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours discuter avec Marie si vous avez d'autres questions ou des remarques justement sur un Mad 20, parce que pour un producteur, c'est toujours utile et intéressant d'avoir des retours, d'autant plus quand ils sont en vrai. Et puis, je vous invite aux autres. Ah, on a une question? Moi, j'ai juste une petite remarque, c'est que le film, je comprends. Moi, je défends la VO, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça va vite. Et moi, j'accompagne des jeunes en formation, par exemple. Et sur la VO, quand il s'agit de lire les sous-titres, c'est compliqué parce que ça va très vite. Et des fois, ce serait bien que ça ralentisse pour qu'on puisse... Donc que les sous-titres restent un petit peu plus longtemps, en fait. Ouais, avoir le temps de pouvoir les lire, pour rendre un peu plus accessible. Ouais. Ok, merci pour le feedback. Bon, bien, merci beaucoup en tout cas, et à probablement un autre moment du festival. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Marie et Caroline. Merci Très Mathieu, intéressant. merci pour votre et à présence. Bientôt.